Bonsoir à toutes et à tous. Expropriation, confiscation des terres et des ressources, massacre, spoliation des biens, humiliation, déportation, occupation, colonisation, des termes qui nous sont à nous, Algériens familiers, plus encore en cette date historique du 1er novembre. Nous avons arraché notre indépendance et après de lourds sacrifices. Mais ce processus de décolonisation n'est pas encore achevé dans plusieurs pays, encore, et notamment en Palestine. 75 ans de guerre que le monde tente d'oublier pour les réduire à 26 jours de combat. Nous consacrons encore notre émission à l'enfer que vivent les Razaouis. 26 jours de bombardement intensif de l'armée d'occupation israélienne. Une guerre qui entre dans sa troisième phase selon l'entité sioniste. Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé que le bilan des Palestiniens tués s'élève à 8 796 morts, dont 3 648 enfants depuis le 7 octobre. 2000 signalements de personnes disparues ont été effectués, dont 1100 enfants toujours sous les décombres. Ce ne sont pas là que des chiffres, mais il s'agit de personnes humaines, des hommes, des femmes, des personnes âgées, des enfants qui n'aspiraient qu'à vivre en paix sur leur terre. On en parle ce soir avec nos invités que nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau. Dr Bendif Alawa, bonsoir. Bonsoir madame, merci. Vous êtes psychologue clinicien et vous avez participé à la prise en charge notamment des victimes de terrorisme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Nous accueillons également par Skype, non cette fois-ci en duplex, on va aller à Constantine. Professeur Kamel Filali, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit international et expert international des droits de l'homme et ancien consultant au CICR. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur Filali. C'est moi, merci. Nous avons depuis la Belgique monsieur Hassan Belaoui, premier conseiller à l'ambassade de Palestine en Belgique. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau, monsieur Hassan Belaoui. Et puis, depuis la France, monsieur Alain Corvez, vous êtes conseiller en stratégie internationale. Vous étiez colonel, vous êtes un colonel à la retraite de l'armée française. Vous avez été chef de la cellule de renseignement de l'ONU au sud du Liban entre 88 et 89, puis fonctionnaire civil comme conseiller en relations internationales. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de votre invitation. Et nous avons par téléphone avec nous monsieur Ronny Broman. Vous êtes ancien président de Médecins sans frontières. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Avant de vous donner à tous la parole, je vous propose de revenir en images sur les derniers développements de la situation à Gaza et on revient après pour le débat. L'appel international à un cessez-le-feu immédiat et à l'arrêt des atrocités commises par les forces d'occupation sionistes contre les civils palestiniens depuis des semaines ne cesse d'être renouvelé par plusieurs organisations et pays. L'Organisation de la coopération islamique condamne fermement la poursuite de ces massacres et ces crimes, le dernier en date étant le massacre du camp de Jabalia hier. L'OCI appelle la communauté internationale à intervenir d'urgence pour mettre fin à cette agression impitoyable et assurer la protection des civils palestiniens. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa profonde inquiétude face à l'escalade de l'agression sioniste dans la bande de Gaza, condamnant les violations continues du droit international. Pour sa part, le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, a dénoncé le bombardement du camp de réfugiés de Jabalia qui a fait des dizaines de morts, le décrivant de dernière atrocité en date frappant les habitants de Gaza. Alors que les condamnations internationales s'intensifient face aux atrocités perpétrées par les forces sionistes contre le peuple palestinien, appelant à l'arrêt immédiat des hostilités et à la mise en place d'une trêve humanitaire, tout en ouvrant l'accès aux aides, les dirigeants en Amérique latine prennent des mesures fermes. La Colombie et le Chili ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs quelques heures seulement après que la Bolivie ait rompu ses relations avec l'entité sioniste. La Jordanie a également décidé de rappeler immédiatement son ambassadeur pour protester contre les crimes commis par l'entité sioniste contre les Palestiniens. Alors, monsieur Ronny Broman, je vais vous donner la parole en premier. Je le disais à l'instant, vous êtes ancien président de Médecins sans frontières. D'abord, quel regard portez-vous sur ce qui se passe actuellement à Gaza? Effondré par la mise à mort d'une telle quantité de personnes, en représailles à des crimes qui, je dois le dire d'emblée, sont atroces. Ce qu'a fait le Hamas
Hamas les 7 et 8 octobre, et vraiment, je ne parle pas là des attaques de postes de police et des postes militaires qui sont parfaitement parfaitement à leur place dans le cadre d'une résistance à une occupation. Et je pense aux massacres de civils qui m'ont littéralement effondré. Cela étant dit, j'ajoute que, comme vous le disiez très justement dans votre introduction, cette explosion de violence n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle survient au terme d'une longue histoire de colonisation, de dépossession. Enfin, je me reconnais dans tous les mots que vous avez prononcés pour décrire cette situation. Aujourd'hui, nous voyons des massacres qui sont forcément, en nature même, indiscriminés, des milliers et des milliers de morts, une génération de haine et de ressentiment et de vengeance va naître inévitablement dans ces décombres dont je suis absolument catastrophé. Alors justement, il y a eu l'attaque à El Jabalia hier avec de nombreux morts, encore une fois. L'ONU considère que le bombardement sur le camp de Jabalia pourrait être des crimes de guerre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut employer ces termes, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, sur ce qui se passe dans la bande de Gaza? Écoutez, je pense que le juriste, professeur de droit qui fait partie de ce panel sera bien mieux à même d'y répondre que moi. Mais disons, en tant qu'observateur et acteur humanitaire de longue date dans ce genre de situation, il me paraît assez évident que le crime de guerre, c'est-à-dire un crime qui excède les nécessités militaires, l'écrasement, les milliers de tonnes de bombes sont à l'évidence pour moi un crime de guerre, ou alors cette formule n'a plus aucune signification. Quant à la notion de crime contre l'humanité, je serais assez enclin à l'appliquer à cette situation, mais il me semble qu'elle relève aussi de considérations juridiques dans lesquelles je ne veux pas m'aventurer. En tout cas, ce sont des atrocités. C'est immonde et il faut absolument que la communauté internationale continue d'exercer des pressions, ne cesse d'appeler à une trêve, point rende cette situation honteuse, plus honteuse encore en parlant, en la rappelant sans arrêt. Alors, juste pour rappeler qu'environ 500 camions par jour traversaient la frontière de Rafah vers Gaza avant le début des hostilités. Ces derniers jours, seulement 12 camions en moyenne sont entrés par jour, alors que les besoins sont bien plus importants qu'à tout autre moment. Aujourd'hui, on a faim, on a soif, on enlève le droit aux soins à tous les Palestiniens. Vous qui avez cette expérience de Médecins sans frontières, comment ça se passe dans ces conditions-là? Comment se passe? C'est une survie aujourd'hui de la population palestinienne? Ah oui, c'est une survie de plus en plus précaire et de moins en moins assurée en réalité. Mais je dois dire que dans ma longue carrière de Médecins sans frontières, ça fait plus de 45 ans que je chemine avec Médecins sans frontières, je n'ai pas connu une telle situation de siège total, de matraquage de bombes avec cette intensité. Donc je n'ai pas vraiment de référence à offrir. Ce que je sais, c'est que même quand les équipes humanitaires étrangères rentreront, elles viendront renforcer, par exemple, pour ce qui concerne Médecins sans frontières. D'ailleurs, je précise que je ne m'exprime pas au nom de Médecins sans frontières, je m'exprime en mon nom propre. Mais je sais évidemment bien ce que fait Médecins sans frontières. Quand ils seront sur place, bien, ils aideront les médecins palestiniens à traiter les blessés, les malades. Mais ce sera de toute façon une goutte d'eau dans la mer. Ce sera bien vu, naturellement, pour les gens qui en bénéficieront, et je souhaite que ça se passe le plus vite possible. Mais enfin, tant que les bombardements continueront, la catastrophe ne fera que s'approfondir. Alors justement, l'Agence sanitaire mondiale de l'ONU indique avoir recensé 75 attaques contre la santé à Gaza, dont 34 établissements de santé ont été touchés. 16 agents de santé ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi 30 blessés, 24 ambulances endommagées. Aujourd'hui, une trêve humanitaire ne peut à elle seule constituer une solution. Certainement pas. La seule solution satisfaisante, c'est le traitement à la racine des problèmes qui ont amené à cette situation affreuse, c'est-à-dire la question coloniale, c'est-à-dire le démantèlement des colonies, la restitution des terres palestiniennes aux Palestiniens.
il va de soi qu'en dehors de et la reconnaissance des droits nationaux palestiniens, etc., enfin, il va de soi qu'en dehors d'un traitement politique de fond, aucune trêve ne peut simplement, là il y a une question tout simplement de survie humaine. Cette trêve qui doit déboucher sur un cessez-le-feu impérativement, parce que la boucherie doit cesser. C'est pas possible de rester au balcon comme ça et de constater jour après jour que des centaines, des milliers de personnes perdent leur vie, que des dizaines de milliers sont blessés, handicapés à vie, souffrent. Enfin, c'est abominable. Alors une dernière question pour vous, Monsieur Broman. Aujourd'hui, comment peut-on voir ? On voit des images terribles aujourd'hui, parce que cette guerre, c'est aussi une guerre de l'information. On voit des enfants se faire tuer, se faire ensevelir sous des tonnes de béton, comme je le disais tout à l'heure, assoiffés, affamés. Des enfants qui voient leurs parents mourir devant eux. Est-ce que l'humain a échoué quelque part, ou c'est l'humanité qui a disparu, qui a échoué ? Oui, l'humain a échoué, ou il est trop humain, car après tout, qui lance des bombes si ce n'est des humains ? Donc, c'est une faillite de l'humanité, et c'est une faillite de la communauté internationale, c'est une faillite de l'Europe. Enfin, tous ceux qui ont considéré à un moment que ce conflit devait être réglé et qui ont accepté, in fine, qu'un statu quo intenable persiste, en imaginant que ça allait durer indéfiniment, en tout cas que chaque jour était un jour de gagné, eh bien cela voit que le pourrissement de la situation a conduit à cette explosion terrifiante. Est-ce que des leçons vont en être tirées ? Je n'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, je ne les vois pas émerger des comptes. Mais vous avez raison, une trêve humanitaire, ça ne résout en rien le problème. C'est simplement une toute petite lueur d'humanité et de solidarité envers ceux que l'aide humanitaire pourra atteindre. C'est peu de choses par rapport à l'ampleur du drame. Oui. Merci, Monsieur Ronnie Broman, d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes l'ancien président de Médecins sans frontières. Je vais donner la parole à présent à Monsieur Hassan Belaoui. Vous êtes premier conseiller à l'ambassade de Palestine en Belgique. On peut dire que ce qui se passe à Gaza actuellement, après 26 jours de combat, c'est une véritable tragédie. Bonsoir madame et bonsoir à vos invités. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes félicitations au peuple algérien et l'Algérie en mémoire du déclenchement de la révolution algérienne le 1er novembre. Cet événement signifie beaucoup pour nous, Palestiniens, un peuple qui luttons comme vous depuis presque un siècle pour notre indépendance. Et nous sommes sûrs, puisque nous sommes dans cet événement le 1er novembre, que nous aussi, Palestiniens, nous allons arracher notre indépendance, comme vous, peuple algérien, vous l'avez arraché. Donc nous allons arracher grâce aux solidarités, grâce au soutien du peuple algérien, mais aussi de tout libre et peuple et mouvement de solidarité, y compris votre invité, M. Ronnie Broman, que je salue et qui représente une conscience française, qui représente une conscience européenne et humaine de solidarité avec le peuple palestinien. Malheureusement, les images et les informations se succèdent non seulement jour après jour, mais heure après heure et minute après minute. Et chaque minute apporte des nouvelles tristes, catastrophiques sur la situation humaine dans le territoire palestinien occupé, aussi bien à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, car aussi je dois rappeler qu'il y a 126 Palestiniens qui sont tombés en martyrs depuis une vingtaine de jours. Il faut savoir, comme l'a expliqué M. Ronnie Broman, il y a une situation de colonisation dans l'ensemble du territoire palestinien, y compris en Cisjordanie, y compris aussi Jérusalem-Est, et notamment les lieux saints de l'islam et du christianisme, qui sont systématiquement attaqués par les colons soutenus par l'armée d'occupation, qui a conduit à ce que nous vivons en ce moment depuis 7 octobre. Et peut-être que j'ai envie, puisque je suis à Bruxelles, d'emprunter une expression qu'a utilisée la ministre belge de la coopération, Madame Caroline Genèse. Et cette brave ministre, cette brave femme, qui a déclaré il y a quelques mois qu'Israël a procédé en quelque sorte à la destruction des zones entières dans le territoire palestinien. Donc, Madame la ministre a utilisé un terme que j'ai envie de reprendre. Elle a dit que les Palestiniens dans la bande de Gaza vivent chaque jour un combat pour la survie.
Il y a un combat pour la survie chaque jour, ce qui se passe en Palestine, face, hélas, à un silence assourdissant de la communauté internationale, qui maintenant dit qu'il faut avoir des trêves humanitaires au lieu de parler d'un cessez-le-feu. Normalement, lorsqu'on est dans un conflit de telle gravité, la première chose à laquelle on appelle, c'est tout de suite un cessez-le-feu entre les forces qui sont en conflit. Or, dans le cas palestinien, ce qui bizarrement, partout on appelle un cessez-le-feu, là non, il faut pas un cessez-le-feu, il faut donner au nom de la défense pour Israël de se défendre, il faut donner un chèque blanc pour tuer au maximum des Palestiniens. Les forces d'occupation israéliennes, ils ont échoué dans le combat militaire, dans le combat sécuritaire, comme nous l'avons vu le 7 octobre, comme on est en train de le voir aujourd'hui avec les nouvelles qui reviennent. Donc, ils se vengent de façon lâche, de façon abjecte contre la population civile palestinienne. Ils se vengent contre les enfants, contre les femmes, contre les hôpitaux, contre les lieux de culte, y compris une église chrétienne qui se trouve à Gaza, qui a été ciblée, qui a été bombardée et qui a causé la mort d'une trentaine de Palestiniens, dont la majorité ce sont des chrétiens palestiniens. Donc nous sommes en face d'une puissance d'occupation qui méprise totalement le droit international. Et aujourd'hui, il est plus que nécessaire que la Cour pénale internationale envoie une délégation pour enquêter sur le crime de guerre, les crimes contre l'humanité. Je rappelle que l'État de Palestine est membre de CCI depuis 2016 et que l'État de Palestine a déjà déposé 7 dossiers et qu'il y a une enquête qui est ouverte, mais malheureusement jusqu'à présent, il n'y a pas eu une décision concrète de cette Cour pénale internationale, à part la visite il y a quelques jours de procureur général qui s'est rendu aux frontières de Rafah. Donc il est temps aujourd'hui que la communauté internationale intervienne pour arrêter ce qui se passe et pour imposer une solution pour la fin de l'occupation israélienne et la création d'un État palestinien indépendant, comme l'a rappelé le professeur Dr Ronnie Baumann. Merci. Alors justement, pas de cessez-le-feu encore pour l'heure. Netanyahou le refuse. Il dit que l'heure est à la guerre. Professeur Filali, l'heure est plutôt à la vengeance et à la survie, peut-être politique également, de Netanyahou. Bonsoir et je salue vos invités. C'est normal que Netanyahou se comporte de cette manière. C'est-à-dire que plus la guerre durera, il faudrait qu'elle soit très visible, qu'il y ait beaucoup de dommages, de telle manière à ce qu'il puisse justement faire oublier un petit peu ces débats avec la justice israélienne et éviter d'être englouti dans une procédure judiciaire qui l'entraînera certainement en prison, directement en prison. Maintenant, quand on parle de survie, le peuple palestinien est en train de survivre, surtout le peuple de Gaza, qui est aujourd'hui sujet à des bombardements, des bombardements aveugles et intensifs, c'est-à-dire qu'on appelle ça en anglais des carpet bombing, qui sont indiscriminés, qui causent beaucoup de dégâts, et cela se produit en 2023, fin 2023, et c'est inacceptable. Moi, je constate qu'il y a un effondrement moral de l'Occident. L'Occident n'est plus en mesure de conduire le monde comme cela a été fait tout de suite après les années 1945, 50, quand c'était bipolaire, etc. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a donc une licence accordée aux Israéliens pour tuer, pour liquider, pour pulvériser les humains, en essayant de les considérer aussi, d'après leur propagande militaire, comme des personnes qui ont perdu leur humanité, donc les diaboliser, etc. Des bêtes sauvages, ça a été même dit. Chose que dans la survie, il y a aussi le droit à la vie. Le droit à la vie, c'est-à-dire que le droit à la vie est un droit fondamental.
dans les droits de l'homme, qu'on retrouve dans toutes les conventions internationales ratifiées par les États, depuis même la Déclaration universelle des droits de l'homme et bien avant. Parce que tout cela n'est que des droits coutumiers qui ont été donc repris et codifiés. Et ces atteintes sont là devant, sur une place ouverte, devant aucune réaction de la communauté internationale. Et même si on devait évoquer, par exemple, ce qui a été fait il y a, dans le courant de la semaine, la résolution de l'Assemblée générale pour demander une pause humanitaire immédiate, n'est pas suffisante, parce que cette résolution, bien qu'elle nous a montré qu'elle est la preuve qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience importante par rapport à ce qu'il y avait, elle est insuffisante dans le sens où elle n'est pas allée jusqu'à demander la cessation des hostilités. Oui. Elle n'a pas demandé donc ce cessez-le-feu, qui doit par la suite aussi s'accompagner de l'ouverture des couloirs donc humanitaires et aussi permettre à l'aide d'arriver à Gaza et à ceux qui en ont besoin. Merci, professeur Filali. Je vais vous interrompre pour donner la parole à monsieur Alain Corvès. Monsieur Corvès, vous êtes avec nous, on l'a entendu. Ronnie Broman disait tout à l'heure, en 45 ans de carrière, il n'avait jamais vu ça. Vous avez participé également à la FINUL. Que pourriez-vous dire aujourd'hui sur ce qui se passe dans la bande de Gaza ? Sur le plan humanitaire d'abord. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Ronnie Broman. J'ai une différence avec lui, c'est que la propagande de guerre israélienne s'est déchaînée dès le début des hostilités et qu'elle a essayé de faire passer les terroristes, la résistance israélienne du Hamas comme une résistance terroriste. Et je ne vais pas revenir sur tous les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais je voudrais dire, en prenant un peu de recul, que c'est une inversion des réalités. Les terroristes, ce sont les Israéliens, et ceci depuis 1947. Donc, on connaît tous les détails de leur comportement depuis qu'ils se sont installés dans les territoires que les Nations Unies leur avaient confiés. Ils n'ont cessé de vouloir augmenter leur possession et d'opprimer et de martyriser les Palestiniens. En prenant un peu de recul, je voudrais dire que je considère en tant que géopoliticien que la résistance héroïque est dramatique à cause du nazisme fasciste régime israélien actuellement. Cette résistance héroïque des Palestiniens représente et est un catalyseur qui va permettre de bouleverser le monde. Nous entrons avec ce conflit dans un nouveau monde multipolaire qui met enfin à bas le monde dirigé par les États-Unis d'Amérique et par les sionistes à Tel Aviv. Car il faut bien comprendre que le monde occidental, s'il est devenu aussi pitoyable qu'il l'est actuellement, c'est parce qu'il s'est aligné, car il a été conquis, complètement subjugué par les forces sionistes et américaines. Aujourd'hui, j'espère, et je pense, je suis même convaincu, que le combat des Palestiniens pour soulever l'oppression qui dure depuis 75 ans est un facteur déterminant qui va permettre aux autres peuples qui sont opprimés, bien sûr, moins tragiquement et dramatiquement que les Palestiniens aujourd'hui, mais qui sont néanmoins sous la soumission de gouvernements qui ont été mis en place par une technocratie riche en milliards de dollars et qui domine tous les médias. Et on voit bien, les chaînes françaises, mais les chaînes de tous les pays européens ne font que dire qu'Israël a le droit de se défendre. Donc il faut absolument soulever
cette oppression des médias et des gouvernements européens qui ne font que transformer la vérité au seul profit des États-Unis d'Amérique et d'Israël. Car si Israël a pu se comporter comme il s'est comporté depuis 1947 et comme il se comporte aujourd'hui, et j'ai peur, enfin, c'est pas que j'ai peur, c'est que je sais qu'ils vont aller jusqu'à l'extermination totale. Ils ne s'arrêteront pas, quelles que soient les on va réactions revenir sur les objectifs internationales, ils ne s'arrêteront pas. On va revenir Et donc, sur les objectifs c'est ça politiques. le danger, c'est que les États-Unis d'Amérique sont en perte de puissance dans le monde entier, ils le savent, et ils vont aller jusqu'au bout pour essayer d'empêcher cette perte de domination du monde, et les Israéliens vont faire la même chose en Palestine. C'est intéressant ce que vous dites. On va revenir tout à l'heure sur les objectifs militaires et politiques, bien sûr, de l'entité sioniste. Mais d'abord, Dr Bandif, on parle de la bande de Gaza aujourd'hui qu'on représente comme une véritable prison à ciel ouvert. Pour certains disent une véritable cocotte minute. Ce mot est intéressant dans le sens où j'entendais une fois un spécialiste qui disait que lorsqu'on tue un civil, on fait naître à côté des résistants. Alors, cette idée ou cette volonté affichée par l'entité sioniste d'en venir à bout de la résistance du Hamas n'est en fait qu'un leurre, puisque en réalité, on n'arrivera jamais à la paix dans ces conditions-là. D'abord, je voudrais, à l'occasion du 1er novembre, une date fondatrice, très chère à tous les Algériens, fondatrice de notre droit et de notre pulsion libératrice, un petit peu tempérée émotionnellement par ce que nous vivons avec nos frères à Gaza, mais avec l'espoir que novembre les inspire. Parce que novembre n'est pas uniquement algérien. Novembre, c'est l'expression de la pulsion digne des peuples à réduire l'oppression. Et donc, le souhait, c'est que les lumières de novembre, que les valeurs de novembre habitent jusqu'au bout nos frères en Palestine, et que le destin qui a été provoqué par les Algériens le soit également par nos frères en Palestine et particulièrement à Gaza. Deuxièmement, je voudrais... Il y a une véritable confrontation au niveau des sens. La première destruction coloniale, c'est la destruction du sens. On entend partout parler de cessation des hostilités ou de cessez-le-feu. En réalité, c'est un sabotage sémantique. Là, il n'y a pas de belligérants, il y a un colonialisme féroce, barbare, inhumain, qui s'est abattu sur la Palestine depuis 1948 à nos jours. On parle d'une guerre asymétrique, on parle de militaires, d'une armée contre un groupe de résistance. Mais à l'origine, l'agresseur, c'est l'entité sioniste. Non, mais bien sûr. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Oui. Il faut appeler à la cessation de l'agression, toute l'agression. Il faut appeler à la cessation du cœur du problème, c'est-à-dire le fait de confisquer aux Palestiniens leurs droits humains minimaux et leurs droits nationaux. Oui. Et en cette matière, il y a un seul agresseur que tout le monde connaît. Et donc, on ne doit pas subir la nomenclature des faits et des situations telle qu'elle est fabriquée dans les laboratoires sionistes et chez leurs serviteurs occidentaux. Deuxièmement, j'en réfère à une loi en matière de chimie. Lavoisier a dit « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Malheureusement, comme l'a dit Giap, les colonisateurs, les impérialistes sont de très mauvais élèves et ils ignorent ce principe
fondateur de la chimie de Lavoisier. On ne peut pas, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et les enfants des pierres, atfal hijara, comme moquet, avec lesquels on voulait complexer l'esprit combatif des Palestiniens en disant qu'ils utilisaient des enfants comme boucliers humains. Et bien ces enfants, ils sont devenus actuellement Al-Qassam, ils sont devenus Saray al-Quds. C'est ce que je disais, voilà, une population oppressée ne peut pas aujourd'hui abandonner la résistance quand on enlève les plus élémentaires des droits, comme vous le disiez, les droits les plus élémentaires. Au début, il est arrivé à ce que des Arabes disent les roquettes de Hamas, bon. Mais actuellement, les roquettes de Hamas ont fait beaucoup de progrès. Et leur progrès, ça a été cet aveuglement, cet entêtement à ignorer que rien ne se crée, que rien ne se perd, que tout se transforme. En 67, Hamas n'existait pas. Il y avait l'OLP. L'OLP a combattu. L'OLP a signé les accords d'Oslo. L'OLP a accepté 20% du territoire historique de la Palestine. Résultat, ils ont tout effacé. Oui. Ils ont même fait assassiner ceux d'entre eux qui étaient messages de paix, qui étaient porteurs d'un projet de paix, même inique. Oui. Ben oui. Et ben c'est eux. C'était déjà inégal à l'époque. Exactement. Oui. Et ben maintenant il y a Al-Qassam, il y a Saray al-Quds, et il y aura encore. Plus on fait une pression, plus on déshumanise les Palestiniens. Et je reviens à cette bataille du sens. Oui. Quand le chef d'état-major ou le ministère de la Défense sioniste a dit ce sont des animaux à visage humain. Oui. Dans la nomenclature sémantique des génocidaires, il y a cette étape-là. Il y a l'animalisation, il y a la choséification de celui qu'on veut génocider pour débarrasser le génocideur de tout sentiment de culpabilité. Tout cela, ce sont des erreurs majeures qui, un jour, renforceront les Palestiniens et un jour montreront aux sionistes qu'ils sont aveuglés. Ils n'en viendront jamais à bout. Alors, monsieur Belaoui, je voudrais revenir sur cette question de déshumanisation dont parle le docteur Bondif. Il y a une initiative aujourd'hui qui est lancée par les Palestiniens, celle de vouloir justement humaniser ces chiffres macabres que l'on annonce. C'est de donner une image, une photo, une histoire de toutes ces victimes. C'est aujourd'hui sur ça que joue l'entité sioniste qui, on peut le dire, maîtrise la guerre de l'information. Il est important de faire ce travail-là ? Absolument, mais j'ai une phrase qui me vient à l'esprit en écoutant vos invités avec leur précieuse intervention. C'est cette phrase de général de Gaulle qu'il a prononcée le 22 décembre 1967. C'est-à-dire qu'au lendemain de l'occupation israélienne de ce qui reste de territoire palestinien et du Sinaï égyptien et de Golan, général de Gaulle, il a fait une phrase, il a fait une déclaration très importante. Il a dit aujourd'hui que Israël occupe, en gros, je parle le texte exactement, en gros, que cette occupation va engendrer une colonisation, va engendrer une répression, à son tour va engendrer une résistance qu'on va qualifier comme terroriste. Donc, général de Gaulle, je pense qu'il a résumé avec cette phrase la situation que nous vivons aujourd'hui. Et puis, pour répondre, et avant d'arriver à prendre votre question, vous avez posé une question assez importante. Quels sont les objectifs de ce qui se passe ? Les objectifs, les Israéliens eux-mêmes l'ont déclaré. Le Premier ministre israélien, il a dit « Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une deuxième indépendance ». C'est quoi l'indépendance ? Savoir que la première indépendance dont il parle, c'est Nakba en 1948, lorsque les forces sionistes, à l'époque, ont chassé plus de 800 000 Palestiniens vers les pays arabes limitrophes. Lorsqu'ils ont fait une cinquantaine de massacres que reconnaissent aujourd'hui les nouveaux historiens, et lorsqu'ils ont détruit plus de 500 villages. Donc c'est ça qu'ils appellent indépendance. Lorsque Netanyahou est en train de parler de deuxième indépendance, donc il est en train de parler de deuxième Nakba. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans le territoire palestinien, lorsqu'ils essayent d'expulser les Palestiniens vers le sud de Gaza, plus de 1 100 000 Palestiniens vers le sud de Gaza, et lorsqu'ils poussent la population palestinienne
dans la ville de Gaza vers le sud. L'objectif, c'est d'essayer de les pousser vers le Sinaï, vers l'Égypte. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères israélien, à peine quelques jours après l'offensive israélienne, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que l'Égypte doit accueillir 2 millions de Palestiniens, comme la Turquie a accueilli 2 millions de réfugiés syriens. Donc, on est en face d'un objectif clair. Maintenant, pour répondre à votre question. Les Palestiniens et leurs amis, ils essayent de humaniser, parce que les Israéliens essayent de dire que non, c'est des chiffres. Non, les Palestiniens ne sont pas des chiffres. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, à la fois par les Palestiniens, mais aussi par leurs amis en Europe, en France notamment, où vous avez des artistes, des réalisateurs qui essayent de prendre des photos des Palestiniens qui ont été assassinés par les forces d'occupation israéliennes et raconter que c'était une mère qui avait 5 enfants, que c'était un médecin, que c'était une poète qui a été assassiné. Donc, essayer de humaniser que les Palestiniens ont leur existence, ont leur histoire à raconter dans le monde. C'est terrible de devoir justifier aujourd'hui une vie. Alors, la déportation dont vous parlez de la population de Gaza vers le Sinaï a bel et bien été étudiée, rapporte The Times of Israel, en résumant un document du ministère israélien du renseignement qui appelle au transfert de la population civile dans des villes de tentes dans le nord du Sinaï et dans un deuxième temps à la construction de villes permanentes. Professeur Filali, on en parlait avant cette émission. Vous me parliez de Mayor David Kalan, un rabbin, un homme politique de l'extrême droite dans les années 70-80, qui avait été condamné justement pour son extrémisme. Mais aujourd'hui, on voit que cette doctrine n'est toujours pas morte. Il appelait aujourd'hui à exterminer, à une ségrégation totale des Arabes et même des Arabes israéliens et des Palestiniens, à l'expulsion de tous les Palestiniens des territoires occupés, incluant les Arabes vivant en Israël. Aujourd'hui, on dit que le ministre à la Sécurité en est l'héritier. Finalement, c'est un projet qui a toujours fait partie de l'idéologie sioniste. Merci pour votre question. Il y a quand même 5 ou 6 ministres dans le gouvernement Netanyahou et Netanyahou lui-même qui sont héritiers de Meir Kahane. Donc, c'était une personne quand même assez brutale, assez violente, et qui prêchait justement le fait que non seulement le peuple choisi ne peut pas être donc comme les autres peuples, et notamment les Arabes, dans le sens où il y avait une certaine arrogance qui se dégageait de cette idéologie, et cette idéologie, on la voit jusqu'à aujourd'hui, mais tout cela entre dans une même ligne qui a été signalée par mon prédécesseur, c'est qu'il y a eu la Nakba et il y a eu donc une volonté d'éradiquer, je dis bien éradiquer, les Palestiniens du territoire qui est le leur. Si on prend en considération ce qui s'était passé en 1948 et avec l'expulsion, avec justement le ratissage et l'aplatissement et la disparition des villages palestiniens, on est entré dans une phase déjà à l'époque, de ce qu'on appelle l'ethnic cleansing, c'est-à-dire l'épuration ethnique. Et l'épuration ethnique est un crime contre l'humanité, aussi quand c'est provoqué en temps de guerre, comme aujourd'hui, ce sont des crimes de guerre, en plus du fait qu'ils soient crimes contre l'humanité. Et ces deux crimes peuvent donc exister en même temps. Il n'y a pas eu il y a eu donc cette épuration ethnique, il y a aussi le fait qu'il y ait des discriminations, et aujourd'hui on parle d'une pratique de l'apartheid. L'apartheid, donc dans les territoires occupés, et tout cela se fait donc dans le silence, sans qu'il y ait de point tourné vers l'agresseur, comme ça a été signalé, qui est l'État sioniste. Et ce sont des lois qui ont été édifiées, comme en Afrique du Sud, qui ont été donc montées pour faire la différence entre
les autochtones, les Palestiniens et les juifs, dans le sens où la revendication première aujourd'hui de l'extrême droite israélienne, c'est la judaïsation de tout Israël. Ils veulent vivre dans un foyer exclusivement juif. Donc il y a l'apartheid, il y a l'épuration ethnique, il y a aussi le blocus accompagné d'éléments tels que la famine, tels que par exemple l'interdiction d'introduire sur le territoire palestinien le fioul ou l'alimentation nécessaire à la survie. Et justement, tout cela provoquera des morts, et ce sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Maintenant, je crois déjà déceler dans leurs actions des intentions génocidaires. Ils ont beau s'excuser, dire non, ce n'est pas notre intention, nous ne faisons que répondre par une riposte. La riposte aussi est gérée par le droit. La riposte doit être proportionnelle et elle doit être nécessaire. Et là, on est allé au-delà, dans le sens où ce qu'on recherche, c'est l'extermination du peuple palestinien. Donc le peuple au niveau de Gaza, et au niveau de la Cisjordanie, dans le sens où on ne s'est pas arrêté de fragmenter le territoire. Le territoire palestinien, tel qu'il était en 1948 et tel qu'attribué dans le plan de partage, pour le coloniser. Et le fin mot de l'histoire, c'est la colonisation. Oui. La colonisation qui risque de durer si aujourd'hui on n'y met pas un terme, et un terme immédiatement. C'est-à-dire que les puissances qui sont détentrices du droit de veto ont cette responsabilité de maintien de la paix et de la sécurité internationale, et c'est à eux qu'on s'adresse en priorité. Et en deuxième phase, on pourrait aussi maintenant, pas mal de pays émergents sont convaincus du fin mot de l'histoire. Ils savent ce qui se passe. Tout est mis à nu par cette affaire. Cette résistance, donc, qui a non seulement fait tomber le mythe de l'invincibilité de l'armée israélienne, mais elle a fait tomber quand même, elle nous montre aujourd'hui l'ogre, c'est le monstre, de quoi il est capable, ce qu'il fait, etc. Merci, Maintenant, je rebondis, avec votre permission, sur la question de cessez-le-feu. Oui. Permettez-moi, j'ouvre une parenthèse très rapide. La question de cessez-le-feu va intervenir par la suite, parce que ce sont des étapes. Mais les choses aujourd'hui sont telles qu'on doit acheminer donc des convois humanitaires, et on doit aussi demander à ce qu'il y ait une cessation des hostilités, oui, une cessation des bombardements, ne pas sauver etc., des vies sur des bombes. Au-delà, par la suite, quand il y aura ce n'est pas la paix, mais quand je dirais qu'il y aura ce calme, on pourrait donc négocier pour arriver à d'autres demandes qui seraient justement le processus de paix, ouvrir les voies diplomatiques des Palestiniens, l'État palestinien, etc., etc. Donc, quand on parle d'hostilité, de cessation des hostilités, c'est pas parce qu'on a oublié l'agresseur et l'agressé, etc. Oui. Donc, les résistants sont connus. La résistance n'a fait que réagir à l'accumulation de la sauvagerie, la barbarie qui a existé depuis 1948 à ce jour, depuis Deir Yassin, en passant par Sabra et Shatila, à nos jours, avec ce qui se passe sous nos yeux à Gaza, et pourquoi pas même en Cisjordanie. Merci. Il faut ajouter à cela que... Merci, professeur Filali. Oui, je vous redonnerai la parole tout à l'heure. On a un temps à respecter pour les intervenants. Alors, monsieur Alain Corvez, Israël accuse le Hamas de se servir des hôpitaux pour cacher des armes ou des combattants, ce que le Hamas dément. Cela donne-t-il forcément le droit de tuer des civils et de parler de dommages collatéraux de la guerre quand on
voit tout le nombre d'enfants tués aujourd'hui, de femmes, de personnes âgées, il y a aujourd'hui une volonté manifeste et une intention manifeste de tuer des civils et pourquoi pas de vider Gaza de sa population. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Le but, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but d'Israël, c'est de raser complètement Gaza. Le porte-parole de l'armée israélienne, d'ailleurs, a dit « Nous avons bombardé l'hôpital parce que nous savions qu'il y avait le chef du Hamas ou un haut responsable du Hamas. » Et finalement, il était prêt à bombarder un hôpital, enfin, ils ont bombardé un hôpital en faisant des centaines de victimes pour tuer un résistant qui était soi-disant là. Et il n'a même pas la preuve maintenant qu'il a vraiment atteint son but. Donc tout ceci est une continuation de l'espèce de génocide, donc on peut appeler ça un génocide, que fait actuellement l'armée israélienne à Gaza. Moi, je voudrais dire, parce que je pense que ce débat parvient à sa fin, je pense qu'Israël ne peut plus exister. Son comportement, déjà, il y a depuis très longtemps, j'en avais discuté avec de grands stratèges français, il y a très longtemps que nous étions convaincus que 2 États n'étaient plus possibles compte tenu du comportement de l'État d'Israël depuis le début de sa création. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, l'État d'Israël ne peut plus exister tel quel. Et je pense que c'est lié aussi à la décadence de la puissance américaine dans le monde. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je pense que la majorité des Juifs, moi je suis en contact avec beaucoup d'intellectuels juifs dans le monde entier, en France mais ailleurs, et je pense que c'est sous la pression de ces gens-là que l'État d'Israël va disparaître. Parce que eux constatent que cet État, vu son comportement inadmissible pour l'ensemble des gens de bonne volonté, cet État crée de l'antisémitisme et n'est pas acceptable. Et les forces juives dans le monde, de la diaspora juive dans le monde, qui se manifestent de plus en plus à New York, à Washington, ailleurs, enfin dans différents pays, vont jouer un rôle très important pour que le monde comprenne que la création de cet État avait été une erreur, comme l'avait dit le général de Gaulle, parce que dans ses phrases, je pourrais citer la phrase à laquelle un de vos correspondants se référait tout à l'heure sur les 6 jours de combat et l'occupation qu'il organise ensuite et qui entraîne la création d'un terrorisme que lui baptise de terrorisme. Bon, donc la situation actuelle est telle qu'il n'y a plus de place pour un État israélien. Il y aura un État palestinien avec des garanties de sécurité pour les différentes minorités dans ce pays, mais l'État d'Israël tel qu'il a été conçu actuellement n'a plus de place sur la géopolitique mondiale, et ça correspond aussi au fait de la baisse de l'importance et de l'influence américaine, puisque avec la Chine, avec la Russie, avec l'Iran, qui joue un rôle prédominant au Moyen-Orient, un nouveau monde est en train de naître qui voudrait créer un monde plus équitable et où chaque nation, quelle que soit sa puissance et quelle que soit sa religion, quelle que soit sa race, aura droit à la même parole que les autres nations. Et je pense que avec ce drame affreux de Gaza, se précipite la création d'un monde multipolaire qui sera différent de celui-ci. La guerre en Ukraine peut être reliée aussi à ça, mais ce serait un trop long débat. Oui. Mais tous ces facteurs font que nous sommes en train d'assister avec des drames horribles, parce que toutes les vidéos qu'on a pu voir sur ce qui se passe à Gaza, c'est insoutenable. Mais on est en train d'assister à la fin de l'État d'Israël et à la naissance d'un nouveau monde qui, espérons-le, sera plus équitable.
Merci, Monsieur Belaoui. Je vais vous faire intervenir sur ce que vient de dire Monsieur Alain Corvez, mais d'abord je donnerai la parole à Dr Bandif. C'est intéressant ce que dit Monsieur Alain Corvez quand il fait référence à tous ces juifs qui se soulèvent aujourd'hui contre la politique menée par ce gouvernement d'extrême droite. Il faut faire la différence aujourd'hui entre les sionismes et les juifs. On dit souvent que le Hamas prend en otage sa population. Finalement, le gouvernement aussi de Netanyahou, c'est lui en fait qui prend en otage aussi sa population, qui les a menés vers cette politique de va-t-en-guerre. Je pense que l'État sioniste, dans son fondement actuel, prend en otage le monde occidental dans son ensemble. Et il n'est que, encore une fois, de revenir à la bataille du sens. Qui a le droit de décréter que Hamas est terroriste et que l'État sioniste se défend? Il y a là-dessus une bataille qu'il ne faut pas négliger. Nous devons tous nous engager dans la bataille du sens. Hamas n'est pas terroriste. C'est l'État israélien qui est fondé sur le terrorisme. Et ce que fait actuellement Israël à Gaza, c'est de terroriser l'idée de l'État palestinien. C'est l'écraser. Et je voudrais, si vous me le permettez, revenir encore une fois à la bataille du sens. Vous savez, il existe en sociologie ce qu'on appelle le darwinisme social. Darwin a introduit l'idée de struggle for life, de la sélection par l'élimination des plus faibles. Il y a eu des criminels intellectuels qui ont inventé le darwinisme social, qui voudrait qu'au niveau civilisationnel, les civilisations les plus fortes avaient le droit de faire disparaître celles qui étaient plus faibles pour se nourrir de leur puissance. C'est un peu la loi de la jungle, la loi du plus fort. Voilà. Et c'est cette idée-là du suprématisme, de la supériorité d'une culture sur une autre. C'est cette idée qui a été le fondement du nazisme. Oui. Et ce qui se passe actuellement... Ils reproduisent... C'est la plus minable des excuses qu'on pourrait trouver à l'État sioniste, c'est la célèbre identification à l'agresseur. Ils reproduisent sur les Palestiniens et sur les Arabes en général, qui n'ont jamais commis de meurtre contre les Juifs. C'est en Europe que cela s'est passé. Et cela part de cette idée de suprématisme de peuple élu qui a le droit mythique, pas un droit au sens de la légitimité ou de la morale, un droit mythique. Les histoires de temples qu'il faut reconstruire, c'est un savoir ou un ressenti mythique qui n'a aucune raison objective d'exister. Maintenant, quand on voit les destructions physiques, les destructions écologiques, on ne peut pas voir la destruction sur le plan humain. Et elle est immense. Je voudrais, en tant que psychologue clinicien et en tant qu'ayant... pris en charge des victimes du terrorisme. Voilà. Je voudrais que nous ayons tous une pensée pour les staffs médicaux, paramédicaux et toute la logistique de secours qui travaillent depuis 25-26 jours dans des conditions inhumaines, qui travaillent dans des conditions de stress aigu, qui ont sans doute perdu la notion du temps, qui travaillent avec des conditions d'intrants médicamenteux et d'intrants opérationnels réduits à leur plus simple expression. Et ces équipes-là n'ont eu le droit ni au repos, ni au turnover dans la prise en charge. Et personne n'en parle, alors qu'ils encaissent une charge traumatique qui est immense. Quand on voit les destructions physiques, il n'est que d'imaginer les destructions sur le plan humain, sur le plan psychologique, émotionnel, sur le plan institutionnel. Il y a aussi le traumatisme institutionnel. Il y a eu un blast, il y a eu une explosion généralisée sur les institutions qui dirigent le territoire de Gaza. Il y a eu un blast d'infliger à toutes les institutions qui sont en charge de la gestion du territoire. Les destructions sont immenses et ce n'est pas du tout des hostilités, ce sont des crimes de guerre, c'est une agression absolument... Une épuration ethnique. C'est une épuration ethnique et c'est une œuvre de destruction massive de tout. Alors, si maintenant on veut donner une légitimité à des actes de vengeance, maintenant, quand on dit... Alors maintenant, le ton semble
semble un peu changer. Alors, on est contre le cessez-le-feu, mais on est pour donner de l'aide aux populations de Gaza. Est-ce que c'est pour légitimer quelque part la cruauté aujourd'hui de l'armée d'occupation? C'est complètement... On veut se donner bonne figure et dire voilà... perversité totale. On va laisser passer D'une petite main, on donne quelques camions, et d'une grosse main, on donne des bombes de 6 tonnes, qui font des trous de 5 mètres. C'est complètement, c'est criminel, c'est de la perversité absolue. On donne des armes de destruction massive et on donne quelques éléments de secours pour se donner bonne conscience. La première aide humanitaire, c'est d'arrêter les bombardements massifs et la volonté de destruction totale du territoire de Gaza. Pour l'instant, ça a été refusé par Netanyahou et par ses alliés sur cette question de cessez-le-feu. Le ton a été donné, l'heure est à la guerre, comme ils le disent. Donc le feu vert est donné pour continuer tous ces massacres et toute cette cruauté à laquelle on assiste. Monsieur Belaoui, je voudrais que vous réagissiez à ce qu'a dit Monsieur Alain Corvez sur cette nouvelle ère que nous entamons aujourd'hui. On l'a déjà dit sur ce plateau qu'il y a eu un avant 7 octobre, il y aura un après 7 octobre. Est-ce qu'aujourd'hui, l'entité sioniste n'a plus de place telle qu'elle est aujourd'hui, comme l'a précisé Monsieur Alain Corvez? Oui, je voudrais juste rappeler un élément important dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est en 2018, vous avez un gouvernement israélien, pas ce gouvernement, mais d'autres gouvernements qui étaient là, qui ont passé à une nouvelle logique. Avant ce gouvernement-là, le gouvernement successif israélien était dans la logique de gestion de conflits. À partir de 2018, il y a eu, non pas gestion de conflit, mais imposer le fait accompli, imposer la solution finale. Dans ce sens-là, il y a eu le vote par la Knesset israélienne, la loi qui indique que l'État d'Israël est un État juif. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que non seulement les Palestiniens de Gaza, Cisjordanie et Jérusalem-Est n'ont pas de place, mais aussi les Palestiniens en 48, c'est-à-dire que les Palestiniens qui ont la nationalité israélienne n'ont pas, eux non plus, une place et qu'ils doivent partir à partir de là. Donc à partir de là, nous sommes en face des gouvernements de plus en plus extrémistes qui ne voient pas le Palestinien présent là. Et ce qu'a dit le ministre Smotrich lorsqu'il a dit qu'il n'y a pas de peuple palestinien, c'est une suite de ce programme qui est élaboré depuis longtemps. Et ce même Smotrich a publié un document il y a quelques années dans lequel il dit les Palestiniens, ils ont plusieurs choix. D'abord, que toute la Cisjordanie et la bande de Gaza, c'est la terre d'Israël et que c'est une terre des Juifs. Et que le Palestinien, s'il veut vivre dans cette terre, il faut qu'il accepte cet État juif et il faut qu'il vive dans des bandes de temps dans Cisjordanie. Si ça ne nous plaît pas, il doit partir. Et s'il veut partir, on va le tuer. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence d'un plan qui est déjà expliqué. Maintenant, nous avons appris dans l'histoire, et notamment la vôtre, vous, en Algérie, ce que toute puissance militaire, quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa force, un jour ou un autre va prendre fin et que les peuples vont arracher leur indépendance. Et les Palestiniens ne sont pas exception. Nous avons vu à travers l'histoire des peuples qui ont fait face à des forces énormes et finalement ils ont vaincu. Mais je voudrais juste rappeler par rapport à l'histoire et à l'avenir de l'État d'Israël, comme l'a rappelé tout à l'heure votre invité, le général Alain Corvez. Vous savez, les Palestiniens en 1968, l'OLP a proposé une solution humaine pour les Juifs qui étaient sur la terre de Palestine, pour les Juifs qui sont nés après 1948. C'est-à-dire la création d'un État palestinien indépendant, démocratique, laïque, sur lequel vivent les chrétiens et les juifs et les musulmans en égalité et que tout le monde a la même voix. Malheureusement, cette solution a été rejetée. Depuis 1974, l'OLP a entamé un programme politique qui essaye de s'adapter à la situation internationale, à savoir la création d'un État palestinien sur une partie de la Palestine et non pas sur la totalité palestinienne. Et cette démarche a été en quelque sorte couronnée chez vous en Algérie.
lorsque le 15 novembre 1988, le Conseil national palestinien a fait la déclaration de l'indépendance de l'État de Palestine, mais aussi un programme politique qui dit que les Palestiniens sont prêts à accepter un État palestinien sur les résolutions des Nations Unies. Après, en 2003, je ne vais pas donner, tous les États arabes et après les États islamiques ont déclaré que Israël a une chance historique, à savoir que si Israël se retire des frontières de juin 67, y compris Jérusalem-Est, et avec une solution de la question des réfugiés palestiniens sur la base des résolutions des Nations Unies, à ce moment-là, les Israéliens vont avoir une normalisation complète. Et aussi, les États islamiques ont adopté aussi cette résolution du sommet arabe en 2003. Je vais aller très rapidement. Oui, s'il vous plaît. Je sais que donc... Je voudrais terminer par ce qu'a dit, puisqu'on parle des Juifs. Vos invités ont bien fait la distinction entre juifs et sionistes, qu'il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas du tout dans son projet sioniste et qui refusent le sionisme. Et je voudrais citer l'un d'entre eux, qui s'appelle Abraham Sarfati. Ce juif marocain de gauche qui était en prison et qui a écrit un livre important qui s'appelle « Écrit sur la Palestine en prison », dans lequel, qu'est-ce qu'elle a dit, Abraham Sarfati? Il a dit que si Israël veut vivre dans cette région, il faut qu'Israël soit désionisé. Israël sioniste ne peut pas vivre et rester dans cette région. Si Israël veut, donc il faut qu'il soit désionisé. Ça veut dire quoi désioniser? Ça veut dire qu'il doit rejeter l'occupation, l'annexion, la séparation. Donc la question, c'est dans la main des Israéliens eux-mêmes s'ils veulent vivre dans cette région ou pas. C'est eux qui ont la clé de la paix au final. Merci à Monsieur Blaoui. Professeur Filali, mais vraiment en très peu de temps, si vous pouviez répondre à cette question, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Aujourd'hui, l'entité sioniste et ses alliés veulent transformer cette guerre en guerre de civilisation? Du moins, c'est ce qu'ils essayent de montrer au monde, que finalement, en essayant de diaboliser les Palestiniens et à travers eux les Arabes et pourquoi pas toute personne musulmane, et on ne le voit pas uniquement en Palestine, on le voit même dans les pays européens où on commence quand même à nous faire croire que finalement l'Arabe, le Palestinien sont des tueurs, sont des sauvages, sont donc qu'ils pratiquent des cruautés et donc là ils veulent nous faire entrer dans une guerre de civilisation, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même que les pays soi-disant démocratiques s'allient donc à cette idéologie sioniste qui prétend être la seule démocratie au Moyen-Orient et qu'il livre bataille justement aux autres et notamment aux Arabes dans le sens où on est perçu, c'est une question de perception de cette manière. Mais moi j'aurais souhaité aussi parler du fait que par exemple l'arrogance israélienne aujourd'hui empêche même les gens, les fonctionnaires des Nations Unies à aller sur place. Martin Griffiths et par exemple aussi Navi Pillay, qui est la présidente du groupe d'enquête, ont été empêchés d'aller en Palestine et tout cela pour freiner justement les vérités de sortir un constat réel et bloquer éventuellement des poursuites qui pourraient s'opérer au niveau de la Cour pénale internationale. Et Navi Pillay, qui est sud-africaine, qui a l'expérience justement de l'apartheid, qui a l'expérience du tribunal pénal pour le Rwanda, dont elle était présidente, et qui était aussi ancien commissaire aux droits de l'homme, au commissaire aux droits de l'homme au niveau de Genève, connaît son travail et sait de quoi elle parle. Nous sommes devant des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre caractérisés et des poursuites peuvent être engagées et donc il n'y a qu'à présenter ces plaintes et d'après ce que j'ai pu avoir comme information,
d'ici le 9 novembre, il y aura des plaintes déposées au niveau de la Cour pénale internationale. Je voudrais revenir très rapidement, Monsieur Alain Corvel, si vous êtes toujours avec nous, faire appel à votre expérience militaire. Aujourd'hui, l'entité sioniste a beaucoup parlé de cette offensive terrestre. Aujourd'hui, on voit il y a eu des tentatives d'incursion ce week-end. Il y a eu un blackout d'électricité pour ne pas avoir accès aux images. On parle déjà d'échecs au niveau de ces avancées. Finalement, pensez-vous que cette offensive terrestre aura bien lieu? Comment ça se passe exactement sur le terrain? Alors, écoutez, j'espère que vous m'entendez. Oui, parfaitement. Et que vous me voyez, parce que moi, je ne me vois plus. Si, on vous reçoit parfaitement. Bon. On vous voit et on vous entend. Je pense, alors, sur le plan militaire, je pense que les troupes israéliennes ont subi d'énormes pertes, mais que la machine de guerre israélienne est tellement puissante, elle peut renouveler les pertes qu'elle a, elle peut envoyer d'autres unités, ils finiront par l'emporter, mais au prix d'énormes pertes qu'ils ont déjà eues depuis le début de leur entrée dans Gaza. Donc le Hamas a montré qu'il avait une organisation militaire de grande qualité, puisqu'ils ont construit un réseau de souterrains qui se croisent, on peut aller de l'un à l'autre et on peut sortir à un endroit, ainsi de suite, qui leur permet de porter des coups avec des armes puissantes à des endroits où l'armée israélienne n'est pas en mesure d'éviter les coups. Donc, le Hamas a déjà porté des coups terribles à l'armée israélienne, qui, d'ailleurs, même les dirigeants israéliens l'ont reconnu. Ils ont déjà subi des pertes. Je crois que, je ne sais plus si c'est Netanyahou ou quelqu'un d'autre qui a dit ça coûte cher, mais ça vaut le coup, il faut continuer, et ils vont continuer. Et donc, je suis persuadé qu'ils vont continuer parce que, quel que soit le nombre ils ont prévenu que ça sera long dans leur rang, ils voudront, à mon avis, éradiquer complètement les Palestiniens de Gaza et qu'ils aillent dans le Sinaï, en Égypte. Et donc, je pense qu'ils ne s'arrêteront pas, car ce sont des fous furieux qui ne raisonnent pas comme nous, comme des gens normaux, et donc alors qu'ils devraient s'arrêter parce que ils n'ont aucune chance de continuer à... Ils peuvent effectivement tuer encore des Palestiniens, ils peuvent raser complètement mais ça prendrait d'autres proportions à ce niveau-là. Pour quel résultat, on ne sait pas. Oui, ça prendrait d'autres proportions. Pardon ? Ça pourrait aussi s'étendre sur les régions alentours. Le dernier mot vous revient, Dr Bondif. Merci. Moi, je voudrais bien partager une espèce de vague portante d'optimisme. Israël est appelé à disparaître. Mais je crois qu'on juge les choses sur le terrain. Et quand il est fait référence au général de Gaulle, moi je ne veux pas oublier que le général de Gaulle a couvert toutes les opérations Chal, Émeraude, etc. et qu'il ne s'est rendu à l'évidence que devant le courage de nos parents combattants. Quand on dit Israël défend les valeurs de l'Occident, je réfère aussi à Zelensky qui dit l'Ukraine défend la démocratie et les valeurs occidentales. Ça fait référence aussi à Victor Hugo, romancier et poète humaniste et néanmoins député de droite, qui avait écrit une lettre enflammée à Bugeaud, le boucher Bugeaud, pour le féliciter et pour parler de la France éclairée, la France des Lumières, qui marche sur l'obscurantisme. Oui, c'est ce qui est repris aujourd'hui. C'est ce qui est repris aujourd'hui. Alors, il y a un véritable affrontement. Et je souhaite que, pour nous, en tant qu'Algériens, qu'il n'y ait pas quelques amis qui nous veuillent du bien, qui disent un jour « je vais défendre les valeurs occidentales contre
Alors, je veux bien, j'enregistre humainement et intellectuellement avec satisfaction qu'il y ait des exceptions, mais les exceptions ne font que confirmer la règle. Et je crois que notre véritable vigilance et notre véritable intelligence, c'est de nous renforcer. Parce qu'on négocie sur une position de force, jamais sur une position de faiblesse. Et la bataille du développement national et de la cohésion nationale, ce sont les premiers agents de notre immunité nationale. Merci. L'Algérie forte pourra soutenir les opprimés. Merci. Et l'Algérie a toujours soutenu les opprimés. On était la terre des révolutionnaires au lendemain de l'indépendance, Dr Bandif. Et nous tenons à le rester. Très bien. Merci. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à tous nos invités. Je rappelle que nous avions M. Alain Corvez, conseiller en stratégie internationale depuis la France, M. Hassan Belaoui, premier conseiller à l'ambassade de Palestine en Belgique, professeur Kamel Filali, professeur de droit international et expert international des droits de l'homme depuis Constantine. Et nous avions en tout début d'émission M. Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.